laisser le soin de se présenter. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Mon nom est Yann Fermont, je suis avocat au barreau de Bruxelles, en Belgique. Je suis aussi secrétaire général de l'Association internationale des juristes démocrates, une association qui est née presque avec la Charte des Nations Unies et qui a toujours défendu le point de vue qu'il ne pouvait pas y avoir de droits de l'homme sans droits des peuples. Et notre activité en tant qu'association internationale a été axée sur cette question. D'abord dans le soutien aux peuples en lutte pour la décolonisation. Ensuite, dans le soutien aux peuples, notamment aux peuples sud-africains, dans la lutte contre l'apartheid. Évidemment, maintenant, dans la lutte des peuples contre les interventions militaires, contre les agressions, contre les violations des droits internationaux, qui sont devenues, je dirais, un véritable fléau, pas seulement en Libye, évidemment, mais l'exemple de l'Irak a été cité, et on pourrait sans doute remplir la Syrie, ça va de soi, on pourrait remplir une journée entière à en parler. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la Libye. J'ai touché un peu aux questions libyennes parce que, à un certain moment, j'ai été chargé par une personne dont la famille avait été exterminée par les bombardements de l'OTAN, anéantie totalement. J'ai été chargé de mener un procès devant les juridictions belges, parce que vous savez que nous habitons le siège de l'OTAN et que donc il y avait peut-être une ouverture à ce moment, enfin, à ce niveau, pour tenir l'OTAN responsable de ces actes. Je dois vous avouer que jusque maintenant, cette action s'est heurtée aux arguments concernant l'immunité de l'OTAN, qui ont été acceptés provisoirement, en tout cas, par la justice belge, mais nous continuons ce combat parce que je crois que c'est important qu'une organisation comme l'OTAN, qui décide de la vie et de la mort de centaines de millions de personnes dans le monde, ait une forme de responsabilité pour ces actes. Et donc, nous espérons évidemment aboutir à un succès, à un résultat positif à cet égard, même si nous savons que c'est un peu David contre Goliath, et c'est une question extrêmement difficile. Voilà, donc c'est pour ces raisons-là que, et évidemment parce que la Libye est un exemple important de violation du droit international, c'est de cette façon-là que j'étais en contact avec les questions de la Libye. Aujourd'hui, on m'a demandé de parler de la question du gel des avoirs et de l'appropriation illicite de ces avoirs. Tout d'abord, je veux vous dire que c'est une question extrêmement compliquée, parce que ces questions de sanctions et de gel des avoirs, c'est soumis à des régimes juridiques extrêmement difficiles, d'ailleurs souvent à des régimes parallèles, hein. Par exemple, il y a des sanctions prises par les Nations Unies en ce qui concerne la Libye, et en parallèle et en exécution des sanctions des Nations Unies, il y a des sanctions aussi qui ont été imposées, ou des gels des avoirs qui ont été imposés par l'Union européenne. Et parfois, il y a des contradictions entre eux. Parce que par exemple, en ce qui concerne le gel des avoirs de certains membres de la famille Kadhafi, l'ONU maintient, et on y reviendra dans un instant, l'ONU maintient ces sanctions depuis 2011, alors que la Cour de justice de l'Union européenne, en ce qui concerne Aïcha Kadhafi, la fille du colonel Kadhafi, et la veuve aussi du colonel Kadhafi, a levé ces sanctions, estimant que l'Union européenne n'avait pas suffisamment motivé sa décision. Et donc, nous sommes dans une situation complexe, avec des règles juridiques complexes, avec des régimes parallèles et parfois qui entrent en contradiction. Et bon, je vais essayer évidemment de vous épargner tous les détails juridiques de cette situation, parce que je crois que ce n'est pas ça le propos qui nous intéresse cet après-midi. Alors, tout d'abord, je voudrais vous dire, les sanctions, c'est la guerre économique. Les sanctions, les gels des avoirs, c'est une forme de guerre économique
Et la guerre économique accompagne toujours la guerre tout court. Je dirais la guerre économique est même souvent les raisons de fond pour lesquelles la guerre tout court éclate. Les objectifs économiques, les objectifs stratégiques évidemment aussi, mais l'économie, très souvent, quasiment toujours, a quelque chose à voir dans les raisons pour lesquelles, à un certain moment, on décide de mener la guerre à un autre pays. Et je crois que pour la Libye, c'est clair qu'il en est ainsi. Les sanctions qui ont été imposées par les Nations Unies, par le Conseil de sécurité, trouvent leur origine essentiellement dans deux résolutions du Conseil de sécurité, la résolution 1970, et je m'excuse si au cours de la suite de mon exposé, je dirais parfois 1970, parce qu'en Belgique, 70 c'est 70, et la résolution 1973, que vous connaissez, la 1970 du 26 février 2011 et 1973 du 17 mars 2011. Alors, ces deux résolutions trouvent leur base dans le fameux chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Et je crois qu'il faut le rappeler, parce que ce chapitre 7 a un objectif limité, très clair, bien délimité, et on verra que comme l'intervention militaire, la question des sanctions va aussi immédiatement déborder les limites qui sont imposées par ce chapitre 7 et qui permettent au Conseil de sécurité, dans certaines situations, d'utiliser soit des mesures contraignantes, genre sanctions, soit la force militaire. Je voudrais faire une toute petite parenthèse ici sur la question de la Charte des Nations Unies, pour vous dire que je suis entièrement d'accord avec ce que le professeur Chavin vient de dire. Donc, certes, il y a un dysfonctionnement au niveau des institutions des Nations Unies, je pense que c'est tout à fait clair. Mais je crois qu'il y a un énorme danger à jeter avec, ou en tout cas à s'appuyer sur la critique du fonctionnement des institutions des Nations Unies pour balayer en même temps les principes de la Charte. Le professeur Chavin a dit tout à l'heure, le droit international est créé par les puissants, mais reflète un rapport de force. Évidemment, le droit international est toujours créé par les puissants, mais je voudrais quand même vous rappeler qu'au moment où la Charte des Nations Unies est adoptée, le rapport de force est singulièrement différent dans le monde, singulièrement plus, je dirais, favorable aux forces du progrès, singulièrement plus favorable aux forces de la paix. La Charte des Nations Unies, c'est pour moi, en tout cas, aussi, et peut-être même principalement, le résultat du rapport de force dans lequel les peuples du monde, à ce moment-là, ont battu le fascisme. Et donc, la charte d'un côté, la déclaration universelle de l'autre côté, pour moi, c'est l'expression de cette lutte des peuples, d'une part, contre les guerres d'agression commises par les puissances de l'Axe, qui avaient une politique belliqueuse et qui commettaient des agressions militaires tout azimut, et d'autre part, évidemment, avec la Déclaration universelle, la réaction, l'actualisation, évidemment, de choses qui existaient auparavant, mais la réaffirmation des principes élémentaires des droits de l'homme face aux violations absolument aberrantes que les peuples du monde avaient vécues pendant de ces droits de l'homme que les peuples du monde avaient vécues pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, pour moi, la Charte et la Déclaration universelle, et puis les développements ultérieurs avec les pactes de l'ONU sur les droits de l'homme, etc., auxquels les luttes de libération nationale anticoloniale ont sérieusement contribué, pour moi, c'est l'héritage de tous ceux qui ont lutté dans le passé récent pour la paix et pour la réalisation des droits humains. Et donc, certes, l'institution fonctionne peut-être mal, mais je pense que les principes de la Charte sont d'une actualité brûlante et les problèmes auxquels nous faisons face, c'est chaque fois à cause de violations de la Charte précisément qu'elle voit le jour. Alors, le fameux chapitre 7 dit
que le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression. Et dans ces trois situations, le Conseil de sécurité fait des recommandations ou décide des mesures. Alors les mesures, d'une part, des mesures telles que qui sont énumérées à l'article 41, l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, etc., la rupture des relations diplomatiques, et c'est dans ce cadre-là aussi, évidemment, que le Conseil de sécurité prend parfois des sanctions. Puis, on dit aussi dans ce chapitre 7 que, dans l'article 42 plus particulièrement, que le Conseil de sécurité peut aussi utiliser la force, militaire. Mais, et c'est un premier problème, il ne peut pas le faire comme ça. Il ne peut pas le faire en le sous-traitant comme il l'a fait dans le cadre de la Libye à des bandes de mercenaires réunies dans l'OTAN. Hein. Le Conseil de sécurité doit mettre sur pied l'article 47, le comité d'état-major, qui est un état-major international et qui doit diriger, dans ce cas précis où le Conseil de sécurité décide d'utiliser la force, qui doit diriger stratégiquement cette intervention. Et un problème, évidemment, découle du fait que ce comité d'état-major n'a jamais été mis en place et que donc il n'a jamais été créé, et donc à ce moment-là, il n'y a plus d'autre possibilité que de sous-traiter les opérations militaires à l'un ou à l'autre, et alors on voit le genre de situation qui s'est produite notamment en Libye. Alors, première question, est-ce que quand le Conseil de sécurité va prendre sa première résolution 1970, le 26 février 2011, est-ce que nous sommes dans une situation de menace de la paix, de rupture de la paix ou d'un acte d'agression, qui sont évidemment pas la paix intérieure dans le pays, mais qui sont la paix internationale. Bon. J'ai relu attentivement cette résolution et cela m'a frappé que à aucun moment dans cette résolution en février 2011, le Conseil de sécurité va dire qu'il y a une menace contre la paix, que la crise libyenne, qui est bien réelle, hein, qui existe bien, mais qui est essentiellement un conflit interne en Libye, hein, à ce moment-là, qui est une insurrection qui est en train de devenir violente contre un pouvoir en place. Bon, à aucun moment, le Conseil de sécurité, dans cette résolution, explique pourquoi cette situation libyenne justifie effectivement des mesures en exécution du chapitre 7. On n'explique pas pourquoi ça menace la paix ou pourquoi ça constitue une rupture de la paix et un acte d'agression. Évidemment, c'est clair qu'on ne peut pas en parler. Déjà, il y a quelque chose d'étonnant. Il y a quelque chose qui n'est pas conforme aux règles imposées par la Charte des Nations Unies. Alors, deuxièmement, on va voir que, il faut lire les annexes, parce que là, on voit déjà dans la résolution 70, quel est le véritable problème. Donc on va dire le régime libyen menace la population civile de violence, etc. Et alors on va imposer des sanctions à un nombre limité de personnes, toute la famille Kadhafi évidemment, plus quelques dignitaires du régime. Et par exemple, je lis ici pour M. Hannibal Muammar Kadhafi, un des fils du colonel Kadhafi, la motivation qui est donnée pour lui imposer des sanctions, c'est association avec le régime. Donc, le régime change, le programme de renversement d'un pouvoir légitime à travers une insurrection, est déjà inscrit dans cette première résolution du Conseil de sécurité, qui en réalité, à mon avis, invoque le chapitre 7 à tort à ce moment-là, à tort, et qui, en tout cas quand on voit quels en sont les effets concrets,
annonce déjà la couleur. Il s'agit de renverser un pouvoir établi, un pouvoir légitime, pour le remplacer par un autre pouvoir. Ça devient, pour ce qui me concerne, encore beaucoup plus clair dans la fameuse résolution 1973 qui est adoptée le 17 mars 2011. Alors, il y a une différence remarquable entre les deux. Quand on lit la deuxième résolution, qui est celle dans laquelle on autorise, enfin, on prétend, l'OTAN prétend que c'est cette résolution-là qui a autorisé l'intervention militaire, mais c'est en même temps une résolution qui établit de nouvelles sanctions. Il y a une série de constatations remarquables. Tout d'abord, contrairement à la première résolution où on parle des menaces de violence proférées par certains dirigeants libyens contre la population civile, ici, on reconnaît l'existence de la guerre civile. Ici, dans cette résolution prise le 17 mars, on dit qu'il incombe aux parties au conflit armé de prendre les mesures voulues pour assurer la protection des civils. Donc, on reconnaît le fait maintenant que la situation s'est développée au moins dans un conflit armé interne. On dit alors, exige un cessez-le-feu immédiat. Ce qui veut dire un cessez-le-feu, évidemment, nécessairement, c'est entre deux parties qui sont parties à un conflit armé. On dit aussi que le droit international humanitaire s'applique, c'est-à-dire le droit de la guerre, le droit qui est applicable, Convention de Genève, qui sont applicables pendant un conflit armé. Mais assez curieusement, quand on regarde les mesures qui sont alors prises par le Conseil de sécurité, on constate de nouveau que c'est totalement unilatéral. Il n'y a qu'une seule partie dans ce conflit qui est visée. D'abord, on va reprendre les sanctions qu'on avait prises quelques semaines auparavant, avec le même type de motivation, mais aussi, on va rajouter de nouveaux types de sanctions. Dans la première résolution, on a imposé des sanctions à des dignitaires du régime, pour leur participation, soi-disant, au régime ou à une politique répressive. Maintenant, et on arrive petit à petit au problème du gel des avoirs, dans l'article 19 de cette résolution, le Conseil de sécurité décide que les gels des avoirs imposés, etc., dans la résolution précédente, s'appliquera au fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques se trouvant sur le territoire des États membres, qui sont détenus ou contrôlés directement ou indirectement par les autorités libyennes. Donc on passe de sanctions imposées sur des personnes en disant vous êtes un méchant parce que vous commandez des troupes quelque part qui menacent des civils. On passe de ce type de sanctions maintenant à un gel, en réalité, de tous les avoirs qui sont sous le contrôle direct ou indirect du régime, des autorités libyennes. C'est-à-dire, on gèle en réalité tout ce qui appartient à l'État libyen. C'est ça la réalité. Tout ce qui appartient à des institutions publiques ou parapubliques libyennes, on va geler ça. Pourquoi? Eh bien, parce que on fait ça, expliquons dans la résolution, pour éviter que les autorités légitimes, donc, à ce moment-là, en tout cas du pays, utilisent ces fonds à leur profit. Donc en réalité, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la guerre économique. Il y a une guerre sur le terrain, il y a un conflit armé, on va priver une des deux parties dans ce conflit, parce que c'est les autorités libyennes dont on gèle pas, c'est pas le gel des avoirs de toutes ces bandes qui attaquent à ce moment-là, qui déstabilisent le pays, non, c'est le gel des autorités libyennes. On va des avoirs des autorités libyennes, donc on va priver une des deux parties dans le conflit armé, dont on reconnaît l'existence à ce moment-là, on va priver une des parties de ses moyens pour pouvoir se défendre contre l'agression dont le pays est à ce moment-là, l'agression par des bandes de mercenaires dont le pays est victime. Alors, je trouve que dans son unilatéralisme, pas seulement au niveau de l'intervention militaire, parce que ça c'est un aspect qui a été commenté beaucoup à propos de la résolution 1973, mais aussi dans l'analyse
du type de mesures économiques qu'il va imposer, on voit très clairement de quoi il s'agit. Il s'agit de se débarrasser des autorités en place, il s'agit de peser sur le conflit interne, d'empêcher les autorités en place de se défendre dans le cadre de ce conflit, notamment en empêchant l'accès aux moyens financiers qui sont nécessaires dans ce type de... Parce que faire la guerre, ça coûte de l'argent, évidemment. Hein. Et donc, on va peser tout à fait unilatéralement sur cette question. Et donc, les sanctions, voilà pourquoi je pense que c'est, pour ce qui me concerne en tout cas, tout à fait évident qu'il s'agit bien d'un aspect de la conduite de la guerre. De la conduite de la guerre où les puissances occidentales, la France et les États-Unis, ont pris position pour les insurgés contre le régime et vont utiliser, instrumentaliser le chapitre 7 de la charte pour pouvoir en fait détruire l'État libyen et détruire le gouvernement en place. Donc c'est une opération illégale visant au régime change, qui a résulté, évidemment, comme vous le savez, dans la destruction de l'État libyen, qui résulte, en tout cas pour le moment, dans un gel indéfini, parce que vous savez que ces avoirs sont toujours gelés, donc une quasi-confiscation de ces moyens, dont on reconnaît qu'ils appartiennent au peuple libyen, mais ensuite, on a organisé une situation où c'est effectivement compliqué de les restituer, parce que, je crois... Sur le terrain, c'est clair, hein, pour le moment, il y a un problème pratique. À qui restituer ces fonds, hein? Tant qu'il n'y a pas d'État libyen, tant que le peuple libyen n'a pas eu une véritable possibilité d'exprimer sa volonté souveraine, de choisir, d'élire ses dirigeants, tant que le peuple libyen est soumis à la terreur et au règne de bandes qui règnent en seigneur de guerre sur des parties du pays, alors à qui restituer ces fonds? Donc il y a un problème pratique qui se pose à ce moment. Donc, pour moi, et je vais conclure, presque conclure là-dessus, pour moi, le problème principal, évidemment, qui se pose maintenant, on a commis un acte illégal, on a créé une situation impossible provoquée par cet acte illégal, que ce soit la guerre à proprement parler ou la guerre économique. Et puis maintenant, on est devant une situation où ça a créé de nouvelles difficultés à ce niveau-là. Je pourrais dire quelque chose. Un témoignage, vous permettez 5 minutes. 2 minutes. Excusez-moi, monsieur, on va juste prendre le témoignage après, parce que sinon, on ne pourra pas avoir le J'en ai pour une minute. Ça rejoint ce que vous venez de dire. Oui, je témoigne, je travaille. Alors, là, je voudrais juste terminer par ceci. Aussi sur cette question de comment gérer ce problème de gel des fonds. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parce que c'est une histoire compliquée. Je crois qu'on voit très clairement les préoccupations totalement opposées et différentes qui existent dans le monde. Et je voudrais vous lire 2 petits extraits des débats qui ont été menés pas plus tard que le 18 janvier 2019 au Conseil de sécurité concernant la situation en Libye. Il y a d'abord le responsable belge qui intervient. Et donc, je suis bien placé pour en parler parce que c'est supposé être mon représentant. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « La gestion responsable et transparente des considérables revenus du pays, qu'ils soient issus du pétrole ou de la taxation, au profit de l'ensemble des Libyens est un chantier majeur. » Donc, la question des revenus, et donc indirectement aussi des fonds qui sont gelés, est un grand chantier. Alors, comment est-ce qu'il voit le chantier? Il dit « Les réformes économiques, telles que l'élimination des subsides pour le carburant ou la dévaluation, méritent également une attention prioritaire. » Donc, quel est le souci principal là? C'est de dicter une politique économique particulière à la Libye, politique néolibérale. Nous sommes encouragés par certaines mesures de réforme économique prises récemment et nous appelons les instances concernées à continuer sur cette voie, notamment dans leurs travaux d'élaboration d'un budget unifié. Là, on peut difficilement être contre, ça c'est et responsable pour 2019. Mais donc, voilà comment on envisage le problème.
vous faites économiquement, vous menez notre politique économique et on va vous aider à remettre sur pied votre économie. Évidemment, à ce moment-là, vous pourriez disposer de tout ce qu'on vous a confisqué auparavant. Immédiatement après le représentant belge, intervient le représentant chinois. Et donc, le représentant chinois dit: la communauté internationale doit renforcer son appui à la Libye, aider le pays à achever sa phase de transition dans les plus brefs délais et rétablir la sécurité nationale et une gouvernance efficace. Premièrement, tout en respectant l'objectif principal d'un règlement politique de la question libyenne, je crois sur lequel tout le monde est d'accord, la communauté internationale doit respecter la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de la Libye, ainsi que le leadership du peuple libyen, tout en faisant progresser résolument un processus politique. Donc, première préoccupation, c'est les Libyens qui doivent décider. C'est les Libyens qui doivent rétablir leurs institutions. Alors, plus tard, en parlant plus particulièrement des gels et des sanctions, le représentant chinois dit quatrièmement, en ce qui concerne le traitement approprié de la question des sanctions, ces dernières ne sont pas une fin en soi, mais un moyen qui doit toujours servir au règlement politique du problème en question. Étant donné que les sanctions à l'encontre de la Libye continuent d'être appliquées, il convient de veiller à éviter toute incidence négative sur les civils et les pays tiers. C'est du langage diplomatique pour dire qu'il faut lever les sanctions parce que inévitablement des sanctions ont évidemment une incidence. Les sanctions ne doivent pas porter atteinte à l'intérêt national général de la Libye, ni compromettre la vie quotidienne et les besoins humanitaires du peuple libyen. Voilà, je pense, bien résumé, les deux options différentes. D'une part, continuation de l'utilisation de ces gels dans le cadre de la guerre économique. On vous imposera une politique néolibérale et vous feriez économiquement ce que nous voulons. Et dans ce cas-là, on va vous restituer ce qu'on vous a pris. Et de l'autre côté, une politique qui dit c'est au peuple libyen de décider. Évidemment, la question de la restitution des avoirs gelés doit aller de pair avec la mise en place d'institutions politiques crédibles qui sont l'expression de la souveraineté du peuple libyen. Parce que sinon, on ne sait tout simplement pas à qui restituer l'argent. Mais c'est au peuple libyen de mener ce processus. Et c'est au peuple libyen de faire ses choix politiques et économiques. Et les sanctions doivent être subordonnées à le sort des avoirs gelés doit être subordonné à cette volonté du peuple libyen. Et je pense que c'est fondamentalement les deux approches possibles dans ce dossier. Et pour ma part, j'espère que c'est clair pour l'audience lequel des deux est l'approche que je souhaite défendre à cette tribune. Voilà, je vais m'en tenir à cela. Sur la situation juridique des avoirs libyens. On va passer maintenant aux commentaires de M. Robert Charvin. Je vais vous expliquer juste, nous sommes pris par le temps et nous avons des intervenants pris par le temps et nous avons à la fin un petit espace justement en temps pour que vous puissiez poser tous vos questions et intervenir si besoin est. Non mais j'ai un témoignage. Alors, je suis tout prêt à donner la parole tout de suite à notre président d'honneur. Pour 2 minutes. Je vous en prie. J'en ai pour 2 minutes. Vous avez certainement entendu comme moi Bernard-Henri Lévy, oui. Hein, tout le monde, on bombarde Benghazi, il faut intervenir et tous les avions s'envolent. Je me présente, je suis Bernard Chenel, je travaillais pour Dassault et pour Thales en Libye, avec Général Aoun pour l'armée de terre. J'ai subi les gens que vous connaissez, Ziad Takedine et Alexandre Djouri, ces deux saloperies là. Moi je travaillais noblement avec l'armée. On a mis en route, j'ai d'ailleurs fait les programmes MIRCIP en Belgique. Sur les avions belges, j'ai pas fait comme M. Serge Dassault quand il y a eu les F-16. Hein. Et je travaillais donc pour ces maisons noblement. Je suis un élève d'Alexandre de Maranche. Vous voyez, on joue pas dans la même cour. Hein. Eh bien, j'ai travaillé avec le général Riffi. On a refait les avions et Kadiki. On a refait donc ces avions qui étaient au sol depuis plus de 10 ans. Je les ai retapés, que ça soit l'armement, tout. J'ai tout fait. Eh bien, il n'y en a que 3 qui ont volé. Les 3 qui ont volé, eh ben, ils se sont barrés à Malte. Il n'y en a pas un qui a bombardé Benghazi. Alors que Sarkozy disait, mais ça y est, on bombarde Benghazi et tout ça.
Et d'ailleurs, le Congrès anglais vient de déclarer qu'il n'y a pas eu de bombardement à Benghazi. Et c'était dans toute la presse, Benghazi est bombardé. Je suis bien placé, c'est moi qui ai remis en place ces avions. Et je me suis marré parce que je travaillais avec le général Riffi, qui est le patron de l'armée de l'air. Il y a eu 3 avions à Malte qui sont barrés au lieu d'aller faire les cons. Voilà, c'est tout ce que je vais dire, ça durait 2 minutes. Et je suis un témoin, c'est pour ça que je suis ici. Et c'est pour ça, voilà, ça m'horripile. C'est une manipulation qatari et américaine. Donc, quelques mots de compliment pour aller vite de Maître Fermont qui a dit beaucoup de choses. Je voudrais d'abord replacer peut-être cette stratégie qui dure depuis 8 ans maintenant, hein, qui est une sorte de guerre d'usure qui est faite au peuple libyen. Une guerre d'usure qui organise le chaos dans ce pays, mais c'est pas le seul. En ce moment, nous avons deux autres expériences en cours, le Yémen d'une part, le Venezuela d'autre part, avec pratiquement ou bien des armes complémentaires ou bien des armes totalement utilisées, les armes économiques contre le Venezuela. Pour la Libye, moi je ne suis pas très optimiste, je le regrette pour une organisation militante, mais je pense que le pillage du pétrole continue avec plus de facilité encore dans ce chaos que si un État s'était rétabli, quel qu'il soit, hein, puisque les compagnies pétrolières rachètent au marché noir le pétrole des milices ou des groupes divers à un prix plus bas qu'ils revendent sur le marché au prix du marché, ce qui fait que c'est un bénéfice magnifique. Ça favorise éventuellement le blocage des migrants, puisqu'il y a une pagaille terrible qui fait que les migrants en nombre réduisent régulièrement dans chaque période de l'année ces derniers temps, étant donné les risques qu'il y a en Libye. Ça favorise les vendeurs d'armes qui continuent à vendre allègrement à la Libye, aux différents groupes, ce qu'il faut. Mais ça favorise aussi un certain nombre de banques qui sont des détenteurs d'avoirs et qui ont déjà, semble-t-il, d'après certains bruits, liquidé les intérêts et les dividendes. C'est vrai pour la Société Générale, c'est vrai pour la BNP, c'est vrai pour un certain nombre de cas. Ces dividendes, on ne sait plus où elles sont passées, semble-t-il. Ces intérêts ne sont plus... Alors les intérêts sur presque 10 ans, ça ne représente pas rien avec les milliards d'avoirs. Hein. Ce problème d'ailleurs des intérêts et des dividendes, qui devraient être restitués avec le capital des avoirs, sont condamnés, sont considérés comme devant être restitués aussi, d'après le comité des experts des Nations Unies et le comité Libye, qui ont tous deux rappelé que cela faisait partie d'un ensemble et que les résolutions sur les avoirs englobaient les intérêts et les dividendes. Ce qui est quand même assez intéressant pour le peuple libyen demain ou après-demain. Je pense que le Conseil de... D'abord, il pourrait y avoir peut-être, je ne sais pas, mais des actions au niveau national contre certains avoirs autonomes qui sont sous la maîtrise des États concernés. Et puis il y a les avoirs qui ont été débloqués par le Conseil de sécurité, qui relèvent donc d'une résolution du Conseil de sécurité. Je pense que le Conseil de sécurité aujourd'hui pourrait être victime de ses propres principes avancés à propos de la Libye. La Libye a été bénéficiée, si on peut dire, d'une intervention de l'OTAN au nom de la responsabilité de protéger. Nouveau principe lié à l'intervention dite humanitaire, à l'ingérence sous une nouvelle mouture. Or, aujourd'hui, au nom de la responsabilité de protéger la population civile libyenne, il y aurait intérêt à ce que les sanctions, précisément, cessent et qu'il y ait restitution des moyens de développement et de restructuration d'un État réel. Le Conseil de sécurité n'est pas un pouvoir législateur. Il n'est chargé que du maintien de la paix. Et il n'est pas chargé de légiférer, d'élaborer de manière autonome des principes un jour dans un sens, un jour dans un autre. S'il applique le droit international, et notamment celui qui théoriquement il pense devoir imposer, il faut l'appliquer jusqu'au bout. Or, il a voté en 2018 une résolution prolongeant les sanctions sur les avoirs jusqu'au 15 février 2020, ce qui est une façon encore de proroger cette guerre d'usure, cette guerre économique qu'il mène. Je voudrais rappeler aussi qu'on a oublié au niveau du Conseil de sécurité le chapitre 6, qui favorise la conciliation, la négociation, etc., et qu'on passe directement maintenant au chapitre 7, c'est-à-dire aux sanctions, sans être passé par l'étape nécessaire, si on est de bonne foi, à tout conflit, c'est-à-dire la phase de la négociation. Maintenant, c'est le chapitre 7 tout de suite, dès qu'il y a quelque chose qui ne plaît pas aux grandes puissances. Je pense que ce chapitre 6, il faut le rappeler aussi dans nos documents, dans notre information que nous médiatisons, parce que c'est le seul outil
qui permettent tout de même d'arrondir un petit peu les angles des crises qui ont lieu à travers le monde, et notamment pour la situation libyenne. Et je pense qu'aujourd'hui, le Conseil de sécurité est complice, par sa pratique depuis 8 ans, de cette situation chaotique qui règne en Libye. Il y a l'agression, qui est un phénomène ponctuel, et puis il y a cette agression continue qui représente cette guerre d'usure, qui pourrait être peut-être défendue contre les responsables des grandes puissances qui se trouvent au sein du Conseil de sécurité. Le droit international général s'applique aux obligations du Conseil de sécurité, et ce droit international général exige d'abord et avant tout le maintien de la paix, et peut rappeler au Conseil de sécurité que c'est là son obligation. Il n'a pas pour obligation, ce Conseil de sécurité, de prononcer des punitions plus ou moins éternelles ou plus ou moins décennales dans les cas où il y a une majorité qui s'applique. Il y a des logiques criminelles qui aujourd'hui s'appliquent en Libye, des logiques économiques criminelles, et c'est de la responsabilité du Conseil de sécurité. Je pense que sur ces questions très peu connues des avoirs, il me semble que le comité doit se lancer dans une médiatisation dans toute la mesure des possibilités pour rappeler précisément les responsabilités des États, des banques, des compagnies pétrolières et du Conseil de sécurité. Évidemment, on a devant nous quelques adversaires de taille, mais c'est encore plus excitant. Merci.